Bonsoir, mortel, et bienvenue dans un nouvel épisode de Nuit de Terreur. Le livre que je vais vous lire ce soir est un chef-d'œuvre de l'horreur et de l'épouvante. Écrit par un jeune homme méconnu à son époque, il deviendra néanmoins un des symboles dans le domaine de l'horreur et de l'épouvante. Le génie Stephen King s'en inspirera lui-même. Je pense que vous aurez pu reconnaître H.P. Lovecraft et son célèbre Appel de Cthulhu. Howard Philip Lovecraft, L'Appel de Cthulhu, chapitre 1. Une horreur d'argile. La chose la plus miséricordieuse en ce monde, je crois, c'est l'inaptitude de l'esprit humain à corréler tout ce dont il est témoin. Nous vivons sur une placide île d'ignorance au milieu de noires mers infinies. Et cela ne veut pas dire que nous puissions voyager loin. Les sciences, chacune attelée à sa propre direction, nous ont jusqu'ici peu fait de tort. Mais rassembler nos connaissances dissociées nous ouvra de si terrifiantes horizons de réalité. Et la considération de notre effrayante position ici-bas. Que soyons-nous? Que deviennons-nous? Fous de la révélation? Soit nous fuyons la lumière mortelle dans la paix et la sécurité d'une nouvelle ère d'obscurité. Les théosophes ont pressenti l'impressionnante grandeur du cycle cosmique où notre monde et la race humaine ne sont qu'un épisode transitoire. Ils ont fait allusion à d'étranges vestiges en termes qui vous glaceraient le sang si on ne les retrouvait pas d'un optimisme dérisoire. Mais c'était pas eux que j'emprunte ce singulier aperçu sur cette éternité interdite qui m'effraie quand je pense à elle et qui me rend fou quand je rêve. Ce que j'ai entrevu, comme toutes ces redoutables aperçus de la vérité, a soudainement éclaté d'un rapprochement accidentel de choses disjointes. En ce cas, celui d'un vieil article de journal et des notes d'un défunt professeur. J'ose espérer que personne d'autre n'entreprendra cette reconstitution, et certainement, si je vis, jamais je n'ajouterai consciencieusement le maillon à si hideuse chaîne. Je crois que le professeur, lui aussi, avait l'intention de garder le silence dans ce qu'il savait. Et qu'aurait-il détruit ces notes si la mort ne l'avait pas soudainement saisi? Ma découverte de tout cela remonte à l'hiver 1926-1927, avec la mort de mon grand-oncle, George Gamel Angel, professeur émérite de la chaîne et des langues sémiques de l'université de Brown, Providence, Rhode Island. Le professeur Angel était largement reconnu comme l'autorité en matière d'inscription ancienne, et les directeurs des musées prééminents avaient souvent recours à son expertise. Nombreux sont donc ceux qui doivent se souvenir de son décès, à l'âge de 92 ans. Et l'intérêt local fut multiplié par l'opacité de ces causes de cette mort. On avait frappé le professeur alors qu'il retenait le bateau de Newport. Tombant brusquement, il dit, un témoin
après avoir été bousculé par un nègre déguisé en matelot, surgit d'une ombre et louche ruelle de la colline abrupte débouchant sur le port de la mer au coin de William Street où habitait le défunt. Les médecins ne trouvèrent aucun dommage visible, mais conclurent après un débat perplexe à quelques lésions inconnues du cœur et de la brusque ascension de cette raide pente de la colline par un homme si âgé. Était là la cause de sa fin? À l'époque, je ne vis aucune raison de mettre en cause ce diagnostic, mais plus tard, je fus enclin à m'étonner. Et plus que m'étonner, en tant qu'héritier et exécuteur testamentaire de mon grand-oncle qui mourut veuf sans enfant, c'était le moins que j'étudie ces papiers avec quelques minutie. Et dans ce but, je déménageai des caisses entières de dossiers chez moi à Boston. L'essentiel du matériel que je compilai sera bientôt publié par la Société américaine d'archéologie. Mais il y avait là une boîte que je trouvais curieuse à l'excès et que je me sentis peu disposé à montrer à d'autres yeux. Elle était cadenassée, et je n'en trouvai pas la clé jusqu'à ce qu'il me vînt l'idée d'examiner le trousseau personnel que le professeur gardait toujours dans sa poche. Bien sûr, je réussis alors à l'ouvrir, mais pour me confronter à un obstacle plus fort et encore mieux protégé. Quelle pouvait donc être la signification de ce bizarre bas-relief d'argile et de fantras de notes, coupures de journaux et divagations que j'y trouvais? Mon oncle, sur ces vieux journaux, était-il devenu crédule à la plus superficielle des impostures? Je me résolus à chercher quel sculpteur excentrique était responsable de cette apparente perturbation de la tranquillité de l'esprit d'un vieil homme. Ce bas-relief était un rectangle brut de moins d'1 pouce d'épaisseur et de 5 à 6 pouces de long. Bien, certainement d'origine contemporaine. Ce qu'il représentait, par contre, était loin d'être moderne par l'atmosphère de la suggestion. Nombreuses et extravagantes sont les fantaisies du cubisme et futurisme. Mais elles ne reproduisaient pas si souvent cette régularité énigmatique qui hante l'écriture préhistorique. Une sorte d'écriture, c'est ce qui semblait être la masse de ces motifs. Mais dans toute ma mémoire, malgré une grande familiarité avec les écrits et les collections de mon oncle, aucun moyen d'identifier celle-ci en particulier, ou même de trouver les affiliations les plus indirectes. Sur ces hiéroglyphes apparents, une figure d'intention picturale évidente, même si son exécution impressionniste interdisait toute idée claire de sa nature. On aurait dit une sorte de monstre, ou un symbole représentant un monstre, d'une forme que seule une imagination malade pouvait concevoir. Si je dis qu'un genre d'imagination enfiévrée tentait de superposer simultanément les images d'une pieuvre, d'un dragon et d'une caricature humaine, je ne trahirai pas l'esprit de la chose. Une tête de poulpe avec des tentacules, surmontée d'un corps ridicule avec des écailles et des ailes surdimensionnées et rudimentaires. Mais c'était l'impression générale de l'ensemble qui rendait le plus terrifiant l'œuvre. Au-delà de l'image, la vague suggestion d'une architecture cyclopéenne. Le texte qui l'accompagnait, cette bizarrerie. Or, une liasse de coupures de presse était de l'écriture du professeur Angel. La plus récente et ne voulait pas prétendre un style littéraire. Ce qui semblait être le document principal avait pour titre, Le culte de Cthulhu, en caractères méticuleusement tracés pour éviter toute erreur de lecture d'un mot aussi invraisemblable. Le manuscrit était divisé en 2 sections. La première ayant pour titre 1925, Rêve et travail, du rêve de H.A. Wilcox, 7 Street Tomate, State Providence R.I. Et la seconde,
Récit de l'inspecteur John R. Legrasse, 121 Bienville Street, La Nouvelle-Orléans. La AASMTG 1908. Et les notes sur le même sujet, repris du professeur Webb. Les autres manuscrits consistaient en de brèves notes. Quelques-uns rendaient compte des rêves insolites de différentes personnes, d'autres consistant en citations de livres théosophiliques et magazines, notamment l'Atlantis de William Scott Elliott et son Lost Lemuria. Le reste en commentaires sur les sociétés secrètes en survivance et les cultes cachés, avec les renvois au passage de quelques livres mythologiques ou anthropologiques de référence comme Le Rameau de l'Or de Fraser et Le culte des sorcières d'Europe de l'Ouest de Madame Murray. Les coupures de presse se rapportaient à ces cas disproportionnés de maladie mentale et d'affaires, liés à une folie de groupe ou manie psychiatrique en printemps 1925. La première partie du manuscrit principal raconte une histoire singulière. Cela se passa le 1er mars 1925, quand un frêle jeune homme à la peau brune d'aspect, très nerveux, voire excité, avait sonné chez le professeur Angèle, apportant cet étrange bas-relief d'argile à ce moment-là encore frais et humide. Sa carte indiquait le nom de Henry Anthony Wilcox, et mon oncle le reconnut pour le jeune fils d'une famille comme il le faut de la ville, et qu'il connaissait vaguement, qui étudiait la culture à l'école des beaux-arts de Rhode Island, et vivait seul dans un appartement de l'immeuble de Fleur de Lys, tout près de cette institution. Wilcox était un jeune homme précoce, de grand talent, mais beaucoup d'excentricité, et les étranges histoires et rêves bizarres qu'il avait l'habitude de raconter avaient depuis l'enfance frappé l'attention de ses proches. Il se disait lui-même psychiquement insensible et hypersensible. Mais les gens très collés montés de la vieille cité commerciale le rejetaient simplement parce qu'efféminé et bizarre. Ne se mélangeant que rarement avec ses congénères, il avait progressivement brouillé toute visibilité sociale et n'était connu que d'un petit groupe d'étesses de différentes villes. Même la Société des Arts de Providence, veillant à protéger son conservatisme, l'avait écarté comme sans espoir. À l'occasion de cette visite, continuait le manuscrit du professeur, le sculpteur demanda abruptement à bénéficier de la connaissance archéologique de son hôte pour identifier les hiéroglyphes du bas-relief. Il en parlait d'une manière guindée et rêveuse qui suggérait la pose et l'alinéa de la sympathie. Mais mon oncle montra quelque dureté dans sa réponse, puisque la peu discrète fraîcheur de la tablette impliquait une parenté avec tout sauf l'archéologie. La réplique du jeune Wilcox, qui impressionna assez mon oncle pour qu'il s'en souvienne et la recopie au mot près, était d'une lancée extraordinairement poétique, qui devait être typique de sa conversation tout entière, et que depuis que j'ai trouvé très fortement caractéristique, ce qui était, il dit, évidemment que c'est neuf. Je l'ai faite la nuit dernière, mais à partir d'un rêve avec d'étranges cités. Les rêves sont plus vieux que la ruine de Troie, ou ce que l'on contemple, le Sphinx, ou les terrasses de Babylone. C'est alors qu'il raconta cette histoire abracadabrante, mais qui réveilla d'un souvenir endormi et provoqua l'intérêt fiévreux de mon oncle. Il avait une légère secousse de tremblement de terre la nuit précédente, mais la plus importante qu'on ait ressentie en Nouvelle-Angleterre depuis plusieurs années. Et l'imagination de Wilcox en avait été vivement affectée. En s'endormant, il avait eu un rêve comme jamais auparavant il n'en avait fait, avec de grandes cyclopéennes cités faites de blocs titanesques et de monolithes tombés du ciel, tout dégoulinant de vases vertes dans une horreur sinistre et latente. Des hiéroglyphes couvraient les murs et les piliers
Et là, un moment déterminé, depuis un point au-dessus, était venue une voix qui n'était pas une voix, une sensation de chaos que seulement l'imagination pouvait transmuer en son, mais qu'il tenta de rendre par ce fouillis de lettres confuses et quasi imprononçables, Cthulhu Flagatan. Cette confusion verbale fut la clé de souvenirs qui passionna et perturba tant le professeur Angel. Il en questionna le sculpteur avec une minutie scientifique et étudia avec une intensité fébrile le bas-relief sur lequel le jeune homme s'était trouvé lui-même à travailler, vêtu de chemise de nuit et gelé. Quand il s'était éveillé de façon ahurissante, mon oncle s'excusa de son grand âge et me dit plus tard, Wilcox, pour sa lenteur à identifier à la fois les hiéroglyphes et l'image. Plusieurs de ces questions semblèrent alors totalement hors de propos à son visiteur. Et celles spécialement qui essayaient de relier le fait des cultes bizarres ou des sociétés secrètes. Et Wilcox ne put comprendre les promesses répétées de silence qu'ils furent offertes en échange de l'aveu de son admission dans quelque secte mystique ou sa participation à telle religion paganiste. Quand le professeur Angel fut enfin convaincu sur le sculpteur était effectivement ignorant de tout culte ou société de coutumes secrètes, il harcela son visiteur de demandes pour les récits ultérieurs de nouveaux rêves, et cela porta ses fruits. Jusqu'après cette première rencontre, le manuscrit rapporte des conversations quotidiennes avec le jeune homme, pendant lesquelles il raconte que de saisissants fragments d'imagination nocturne où reviennent en permanence de terribles visions de pierres sombres et dégoulinantes avec une voix souterraine ou une intelligence criante de façon monotone, énigmatique de messages impossibles à transcrire. Sinon, comme charabia, les deux sons les plus fréquemment reconnus étaient ceux qui rendent les mots Cthulhu et Riel. Le 23 mars, continue le manuscrit, Wilcox ne revint pas. Une enquête chez lui révéla qu'il avait été frappé d'une fièvre d'origine obscure et transporté dans la maison familiale de Waterman Street. Dans la nuit, il avait hurlé, réveillant plusieurs des autres artistes de l'immeuble, et avait seulement manifesté depuis lors des alternances entre délire et inconscience. Mon oncle téléphona aussitôt à la famille, et depuis ce moment maintenant, une vieille serrait sur l'affaire, appelant souvent son cabinet de Thayer Street le docteur Tobey, dont il avait appris et qui suivait le patient. L'esprit frévieux du jeune homme apparemment était obsédé d'étranges choses. Et le docteur frissonnait ici et là quand en parlait. Elle consistait pas seulement en répétition de ce dont il avait auparavant rêvé, mais évoquait avec terreur une gigantesque chose, des kilomètres de haut, qui marchait au moins se déplacer. À aucun moment il avait parfaitement décrit cet objet, mais d'occasionnels mots affolés tels que répétés par le docteur Tobey convainquirent le professeur qu'il devait être identique à cette monstruosité sans nom qu'il avait tenté de dépeindre dans son orinique sculpture. La référence à cette chose, ajoutait le docteur, perludait d'invraisemblablement la plongée du jeune homme dans une profonde léthargie. Sa température, et cela aussitôt, était étrange, à peine au-dessus de la normale. Mais sinon, sa condition tout entière évoquait plutôt un délire fiévreux qu'un désordre mental. Le 2 avril, vers 3 heures de l'après-midi, toute trace de maladie cessa soudain pour Wilcox. Il s'assit tout droit dans son lit, étonné de se retrouver chez ses parents, et se complémentaire d'ignorance en ce qui était arrivé dans ce rêve ou la réalité depuis la nuit du 22 mars. Reconnu guéri par son médecin, il revint chez lui au bout de 3 jours. Mais pour le professeur Angel, il n'était plus aucune aide. Toute trace de ses rêves étranges s'était évanouie avec sa guérison, et mon oncle cessa d'en prendre note, après une semaine de comptes rendus inutiles et insignifiants. Plus rien que des visions inhabituelles. Ici cessait la première partie du manuscrit.
mais des références à certaines des notes éparpillées me donnèrent assez de matériaux pour penser. Tellement en fait que seul le scepticisme invétéré qui formait alors ma philosophie pouvait compter pour maintenir ma méfiance à l'égard de l'artiste. Les notes en question consistaient en la description des rêves de différentes personnes, couvrant la même période que celle pendant laquelle le jeune Wilcox avait eu d'étranges visitations. Mon oncle, sembla-t-il, avait institué en un temps record un prodigieux filet pour enquêter auprès de tous ses amis, ceux qui pouvaient questionner sans impertinence sur les comptes rendus de leurs rêves nocturnes et les dates de toute vision remarquable dans le temps précédent. Le retour de ces requêtes semblait assez variable, mais il dut à la fin avoir reçu plus de réponses qu'un homme ordinaire put négocier dans son aide de secrétariat. Les originaux de cette correspondance n'avaient pas été préservés, mais ces notes et ces produisaient en résumés épais et réellement signifiants. La moyenne des gens dans la société et les affaires, le traditionnel, celle de la terre, de toute Nouvelle-Angleterre, envoya en un résultat presque entièrement négatif. Malgré quelques cas difficiles d'appréhension, ici et là, toujours entre le 23 mars et le 2 avril, la période de pire délire du jeune Wilcox, les scientifiques étaient légèrement plus affectés avec 4 cas de vagues et de descriptions qui surgirent de fugitifs aperçus d'étranges paysages et dans le cas de mention de quelque chose d'anormal. C'est des artistes et des poètes qui vinrent à la réponse pertinente. Et je sais que la panique aurait été brisée. Le détachement, il avait eu et pu aussi comparer ses notes. Qu'est-ce que c'était? Et faute de lettres originales, je suspecte à demi le compilateur d'avoir posé des questions plutôt subjectives ou d'avoir trié sa correspondance pour corroborer ce qui était décidé maintenant à résoudre. C'est pourquoi je continuais à penser que Wilcox, sachant de quels anciens savoirs dispose mon oncle, avait dû impressionner à ce point le vieux savant. Les réponses des éthètes créaient une histoire perturbante. Du 28 février au 2 avril, une large proposition d'entre eux avait rêvé des choses très anormales. L'intensité des rêves était devenue sans commune mesure plus forte que pendant une période de délire du sculpteur. Environ un quart de ceux qui rapportèrent quelque chose rapportèrent des scènes et des prescriptions sonores, pas si différentes que celles des délires de Wilcox, et plusieurs rêves qui conférèrent la peur aiguë d'une chose gigantesque et sans nom. Qu'ils en apercevaient sur la fin, l'un notamment, un architecte de renom, se penchait sur le portrait vers la théosophilie et l'occultisme, fit une crise de folie violente à la date de la crise du jeune Wilcox, et expira plusieurs mois plus tard après une crise incessante, pour qu'on le fît délivrer de quelques résidents s'échapper de l'enfer. Mon oncle se sentit appuyé pour ce cas sur les noms, au lieu de se contenter des chiffres que j'aurais tenté une investigation personnelle pour les corroborer. Mais même cette façon, je réussis à remonter la source de quelques-uns, et ceux-là, déjà, remplissent certaines notes en entier. Je me suis souvent demandé si tous les sujets de l'enquête du professeur avaient perçu les mêmes troubles que ceux décrits dans les notes. Il pâte d'un aucun d'eux et ne dispose d'une explication à cet égard. Les coupures de presse, comme je m'en étais douté, consentaient des cas de panique manie et d'excentricité durant cette même période. Le professeur Angèle avait dû recourir au service d'une agence de presse, parce que le nombre des artistes était impressionnant et les sources se répartissent de partout autour de la Terre. Là, c'était un suicide nocturne à Londres, où un dormeur isolé aurait sauté d'une fenêtre après un cri horrible. Là, de la même façon, les élucubrateurs de l'éditeur de journal en Amérique du Sud, où un fanatique déduisait un futur désastreux de visions qu'il avait eues. Un envoi de Californie décrivait une colonie théosophilique rêvant en masse sur des segments blancs. Rêvant en masse des robes blanches en vue d'un glorieux accomplissement,
qui se produit jamais, tandis que des coupures en provenance d'Inde parlaient avec circonspection de troubles d'indigènes sérieux à la fin du mois de mars. Des orgies vaudou se multipliaient en Haïti, et des câbles d'Afrique rapportaient d'inquiétantes révoltes. Des officiers américains aux Philippines eurent ensuite certaines tribus à New York. Toujours cette nuit du 22 au 23 mars, des policiers furent assaillis par une foule de lévantins hystériques de l'ouest de l'Irlande. Fut aussi pleine de rumeurs violentes et de légendes, et un peintre fantastique nommé Ardoise Bonneau exposa un blasphématoire paysage de rêve au salon de printemps en 1926 à Paris. Et encore plus nombreux furent les troubles enregistrés dans l'asile psychiatrique. Et seul un miracle a pu stopper la corroboration médicale de relever ces étranges parallélismes et d'en tirer des conclusions perplexes. Un drôle de paquet de coupures de presse ainsi mises ensemble, et je peux difficilement accepter aujourd'hui le rationalisme insensible avec lequel je me mis du côté. Mais j'étais alors convaincu que le jeune Wilcox savait, dès le départ, les affaires les plus anciennes mentionnées par le professeur. Chapitre 2. Récit de l'inspecteur Legrasse. Ces affaires plus anciennes qui avaient rendu le rêve du sculpteur et son bas-relief si significatifs pour mon oncle formaient le thème de la seconde moitié de mon long manuscrit. Une fois déjà, semblait-il, le professeur Angèle avait vu cette cauchemardesque figure et approché de cette monstruosité sombre, et avait buté sur le hiéroglyphe inconnu et entendu les désirables syllabes qui ne pouvaient être rendues que par Cthulhu. Et tout cela dans une connexion aussi troublante et horrible que c'est si peu étonnant qu'ensuite il est poursuivi, le jeune Wilcox, de ses requêtes et demandes de prédiction. Cette précédente affaire eut lieu en 1908, 17 ans plus tôt, quand la Société américaine d'archéologie tint son colloque annuel à Saint-Louis. Le professeur Angèle avait comme le justifier son autorité et ses publications avait une part prééminente dans tous les débats, et fut l'un des premiers à être approché par un bon nombre de personnes antérieures qui avaient pris l'avantage de l'Assemblée, pour soumettre des questions qui exigeaient réponses précises ou des problèmes demandant avis d'experts. La plus remarquée de ces personnes extérieures ou colloques, qui devint un peu de temps centre d'intérêt tout entier, était un homme d'apparence commune, d'âge moyen, qui avait fait tout le voyage depuis la Nouvelle-Orléans pour certaines informations spéciales et qui pouvait obtenir les sources locales. Il s'appelait John Raymond Legrasse, inspecteur de police de profession. Il apportait avec lui la raison de sa visite, apparemment une très ancienne statuette de pierre, mais ridicule et répulsive, dont les désespérait de terminer l'origine de la statuette. Idole, fétiche ou quoi qu'il fût, avait été saisi de plusieurs mois auparavant dans les marécages boisés du sud de la Nouvelle-Orléans durant une équipe contre un prétendu rassemblement vaudou. Et si singulier et si hideeux étaient les rites qui surprirent que la police fut formée, de réaliser qu'ils étaient tombés dans un sombre culte qui leur était totalement inconnu et infiniment plus diabolique que même si le plus noir des cercles vaudous africains. De son origine, or, les contes incroyables et erratiques arrachés aux participants capturés, on ne découvrit absolument rien. De la préoccupation à la police a remonté toute la tradition ancienne qui pouvait les aider à définir d'effrayants symboles grâce à cela et à pister le culte jusqu'à sa principale source. L'inspecteur Legrasse était un peu préparé à la sensation qui fit son offre. La seule vue de la chose avait suffi à provoquer dans l'assemblée des hommes de science un état d'excitation intense, et ils ne se perdirent pas un temps pour encourager et regarder le minuscule figure dont l'infinie étrangeté et l'air d'antiquité vraiment abyssale renvoyaient si puissamment à l'horizon inouï et archaïque.
Aucune école connue de sculpture n'avait précédé ce terrible objet. Bien que des siècles et même des milliers d'années semblaient s'accumuler dans la sombre surface verdâtre de la pierre mystérieuse, la statuette, qui finalement passa lentement de main en main pour étude serrée et attentive, faisait 7 à 8 pouces de haut. D'un artisanat exquisement artistique, elle représentait un monstre, d'un dessin vaguement anthropoïde, mais avec une tête comme celle d'une pieuvre dont le devant était une masse de tentacules. Un corps écailleux avec l'apparence de caoutchouc et de prodigieuses griffes sur les pattes avant et arrière, et de longues et étroites ailes dans le dos. La chose qui semblait exhaler d'elle-même peur et cruauté surnaturelle était de corpulence plutôt bouffie, diaboliquement accroupie sur un socle ou piédestal rectangulaire couvert d'indéchiffrables caractères. Le bout des ailes touchait le bord arrière du bloc, le tronc accroupi le centre tandis que le longues griffes recourbées, celles des pattes arrière, ramassées, s'agrippaient au rebord avant de retomber sur la base du socle. La tête céphalopode penchait en avant de telle façon que l'extrémité des tentacules faciaux couvrait l'arrière des gigantesques griffes avant et s'éteignit sur les genoux repliés du monstre. L'aspect de l'ensemble semblait anormalement vivant et plus subi de cette peur avait pour source qu'il soit si totalement inconnu. Et d'évidence un âge impressionnant, énorme et incalculable, pas un lien cependant qui puisse le relier à n'importe quel type d'art et de civilisation récente, et pas plus n'importe quel autre. Indépendamment de cela, sa propre matière était un mystère, parce que la pierre savonneuse d'un vert sombre avec ses mouchetures et irisations dorées iridescentes et ses stries ne semblait à rien de familier en géologie ou en minéralogie. Les signes sur le socle étaient de même défi. Aucun des savants présents, même s'ils représentaient la moitié des experts mondiaux dans leur champ, ne pouvait élaborer la moindre notion, même à partir des affinités linguistiques les plus éloignées. Comme le sujet, comme son matériau, ils appartenaient à quelque chose d'horriblement éloigné et séparé de l'humanité telle que nous la connaissons. Quelque chose d'effroyablement surgistif de vieux et d'impie cercle de vie auquel ni notre monde ni nos conceptions n'avaient part. Tandis que les savants secouaient sévèrement leur tête et confessaient à l'inspecteur leur défaite, ils avaient un homme qui avait dans cette expansive suspecté une touche de familiarité bizarre de cette forme monstrueuse et écrite, et qui à présent évoquait avec une réticence mal assurée quelques curieuses vétiles de sa connaissance. Cette personne était le regretté William Channing Webb, professeur d'anthropologie de l'université de Princeton et explorateur d'envergure. Le professeur Webb avait été engagé 48 ans auparavant dans une expédition au Groenland et en Islande à la recherche d'inscriptions runiques qu'il ne réussit pas à dénicher. Et tandis qu'ils étaient sur le côte ouest du Groenland, il avait rencontré une singulière tribu ou secte d'Esquimaux dégénérés dont la religion, une curieuse forme d'adoration diabolique, les avait fait frissonner par son goût du sang et sa répulsivité. C'était une foi de laquelle les autres Esquimaux savaient très peu et qu'ils mentionnaient seulement en tremblant, disaient qu'elle provenait de l'âge d'horriblement ancien, avant même que le monde n'existe. Outre des rites sans nom et des sacrifices humains, il continuait d'étranges rituels héréditaires en vénération d'un diabolique et suprême aîné qu'il Torsanuk. Et de ce culte, le professeur Webb avait établi une transcription phonétique scrupuleuse, obtenue d'un très vieil angloc, ou prêtre sorcier, transcrivait dans un alphabet romain du mieux qu'il pouvait les sons reconnus. Et le fétiche qu'honorait le culte autour duquel il dansait jusqu'à l'aurore jaillissant du plus haut de la falaise de glace, il y avait un rôle de première importance. C'était, témoigna le professeur, un très brut bas-relief de terre arrangé autour d'une image hideuse et d'écrits énigmatiques,
Et pour autant qu'il pouvait s'en souvenir, il y avait un parallèle brutal avec chacune de ces caractéristiques essentielles de cette bête immonde qui était maintenant posée devant l'assemblée. Ces faits reçus avec émotion et surprise par les membres du colloque semblèrent doublement prometteurs à l'inspecteur Legras, et il commença aussitôt à presser de questions son informateur. Ayant remarqué et recopié un rituel oral parmi les adorateurs que des hommes avaient arrêtés dans le marais, il implora le professeur de se remémorer le mieux qu'il pouvait les syllabes recueillies à l'époque des Esquimaux satanistes. S'ensuivit une exhaustive recollection de détails et une pause d'un silence très dense dans laquelle à la fois le détective et le professeur constatèrent ensemble cette parenté virtuelle, d'une phrase commune aux infernaux rituels, que tant de mondes séparaient. Ceux que chantaient à la fois les sorciers esquimaux et les prêtres de sectes des marais de Louisiane à leurs similaires idoles se transcrivaient peu à peu comme il suit. La division des mots était conjecturée d'après les pauses traditionnelles de la phrase quand chantait à voix haute Tenguli, Engla, Infa, Cthulhu, Relay, Walagalag, Nagal. Legras avait une étape d'avance sur le professeur Webb, parce que plusieurs de ces métis prisonniers avaient repéré ce que les plus anciens célébrants leur avaient enseigné quant à la signification de ces mots. Cette phrase, selon lui, signifiait en gros « Ici, dans sa maison de Riley, Cthulhu, mort continue de veiller ». Alors, à la demande expresse et urgente, l'inspecteur Legras raconta avec autant de détails que possible son expérience avec les adorateurs des marais, racontant une histoire à laquelle je constatais de mon oncle avait attaché une extrême importance. Elle servait à la faveur des rêves les plus primitifs et les faiseurs de mythes théosophes, et dévoilant une étonnante degré d'imagination comique parmi ces parias et sans caste dont on ne s'attendait certainement pas à ce qu'ils en disposent. 1er novembre 1907. Parvirent à la police de la Nouvelle-Orléans des injonctions affolées depuis les marais et la contrée des bayous du sud de la ville. Les habitants du lieu, descendants des esclaves amenés par Jean Lafitte, primitifs mais d'un bon naturel, étaient sous l'emprise d'une terreur blanche. Cette nuit-là, une chose inconnue avait volé au-dessus d'eux. Cela tentait apparemment du vaudou, mais d'un vaudou de la plus terrible sorte qu'ils avaient jamais connu. Et quelques-uns de leurs femmes et leurs enfants avaient disparu depuis que les magnifiques tam-tams avaient commencé leur incessante frappe loin à l'intérieur des sombres bois hantés, où nul habitant ne s'aventurait jamais. C'étaient des cris de malades, des cris déchirants, des chants à glacer l'âme et des danses dignes des flammes de l'enfer. Et les messages terrorisés finirent en disant que les gens ne pouvaient plus le supporter. On envoya un corps de 20 policiers dans 2 carrioles et un autobus qui arrivèrent sur les lieux à fin d'après-midi, guidés par des habitants effrayés. Au bout de la route, encore carrossable, ils allumèrent leurs lanternes et avancèrent en silence au travers des terribles bois de cyprès où le jour pénètre jamais. D'affreuses racines des lianes moussues, pendantes et assaillantes, ici et là, les amoncellements de pierres ruisselantes ou les fragments d'un mur pourrissant qui rendait de plus obsédant la morbide habitation disparue, amplifiaient la dépression créée par les arbres déformés et tous les champignons sur leurs amas spongieux. Tout à la fin surgit à la vue l'implantation des colons, quelques misérables huttes blotties, et d'hystériques habitants se précipitèrent pour se serrer autour du groupe à la lanterne flottante. On entendait encore maintenant le bruit assourdi des tam-tams, mais loin devant, et un hurlement figé arrivait par intervalles irréguliers quand le vent portait. Une lueur rouge semblait de plus flirter sous les pâles embranchements au-delà des avenues sans fin de la forêt dans sa nuit. Restant seul à contre-cœur, chacun des habitants effrayés refusa catégoriquement d'avancer
d'un pouce au-devant des scènes d'adoration impie, et l'inspecteur Legras, avec ses 19 collègues, plongea sans guide dans les arcanes la plus noire horreur d'aucune et jamais poursuivie. La zone dans laquelle entraient maintenant les policiers était une des celles de la réputation maudite, globalement inconnue et qu'aucun homme blanc n'avait traversée. Il avait des légendes d'un lac caché, jamais observé par la vue d'un mortel, au fond duquel résidait une chose géante et sans forme, tentaculaire, aux yeux luminescents, et les colons chuchotaient que les démons ailés s'envolaient de cavernes souterraines pour adorer à minuit. Ils disaient que c'était là, avant Iberville, avant la Salle, avant les Indiens et même avant les bêtes naturelles et les oiseaux de leur bois. C'était un cauchemar en soi, et le voir était mourir. Et cela rendait fous les hommes, et ils s'en savaient assez pour s'en tenir à l'écart. L'orgie vaudou qui avait eu lieu en ce moment était, bien sûr, sur le bord le plus extrême de cette contrée abhorrée, et c'était déjà le lieu maudit d'où peut-être le lieu même choisi pour la sinistre fête était l'air terrifié des colons, encore plus que les cris odieux des incidents. Seule la poésie ou la folie pouvait rendre la justice à ces bruits qu'entendirent les hommes de Legras, alors qu'ils se frayaient leur chemin dans les marais, approchant de la lueur rouge et de la rumeur assourdie des tam-tams. Il y a des qualités vocales spécifiques aux hommes, comme d'autres spécifiques aux bêtes, et c'est terrible d'entendre quand une source devrait être une autre. La furie animale et une licence de l'orgie se conjuguaient elle-même avec une note démoniaque, tant les cris et braillements d'extase se déchiraient et réverbaient au travers la nuit des bois, comme les tempêtes pestilentielles des golfes de l'enfer. Parfois, les hurlements moins organisés cessaient. Ce son, qui semblait d'un chœur de voix rauque plus construit, leur parvenait dans un chant ensemble hideuse de phrases rituelles. Tengli, Mgla, Nalaf, Cthulhu, Rilai, Walagal, Nagal, Naflam. Alors, les hommes, ayant atteint un lieu où les arbres étaient tout maigres, déboulèrent soudainement à la vue d'un spectacle lui-même. Les 4 premiers chancelèrent, l'un s'évanouit, les 2 furent prises de spasmes, d'un cri transi que la folle cacophonie de l'orgie, heureusement recouvrit. Legras arrosa d'eau du marais le visage de l'homme évanoui. Et tous s'avancèrent tremblants et presque hypnotisés par l'horreur. Dans une clairière, au milieu des marais, ils découvraient une étendue herbeuse et peut-être un hectare dont le seul arbre est à peu près sec. Sur celle-ci se tordait et bondissait la horde indescriptible. Si d'une humanité anormale, il faudrait être Sidney, Sim ou Anthony Agola pour la peindre. Sans plus de vêtements, cette enjambance hybrique braillait et beuglait, se tordant devant un monstrueux feu en forme d'anneau, dans un centre duquel que révélaient les occasionnels éclats de rideaux de flammes. On apercevait un grand monolithe de granit d'environ 8 pieds de haut, et tout au-dessus, incongru par la différente échelle, infecte statuelle gravée. Et en large cercle, à l'intervalle régulier du monolithe dressé au milieu des flammes, des échafauds avec la tête en bas, des corps mutilés, des infortunés habitants qui avaient disparu. C'est dans ce cercle que la ronde des adorateurs sautait et hurlait, la direction générale de leurs mouvements allant de gauche à droite dans un banala sans fin entre le cercle de corps et le cercle de feu. C'est peut-être seulement l'imagination, c'est peut-être seulement une réminiscence qui conduit l'un des hommes, un hispanique émotif, à croire qu'il entendit les réponses antiphoniques aux chants rituels surgis au fond lointain et obscur de ces bois remplis d'anciennes légendes et d'horreurs. Plus tard, ces hommes, Joseph dit Galvez, et je le rencontrai, et je l'interrogeai. Et là,
il se révéla effectivement enclin à l'imagination. Il allait si loin qu'il me dit avoir entendu le faible battement de grandes ailes et aperçu des éclats d'yeux brillants dans une colossale masse blanchâtre au-delà des arbres. Et je suppose qu'il avait accordé trop d'importance aux superstitions locales. Le temps d'arrêt horrifié des hommes ne fut que courte durée. Le devoir venait d'abord. Et bien qu'il dût avoir auprès d'une centaine de ces célébrants bâtards dans cette foule, les policiers se firent à leurs armes à feu et plongèrent résolument dans l'attroupement. Pendant 5 minutes, ce qui en résulta de tumulte et de chaos fut au-delà de toute description. Ce fut une rixe agressive. Des coups de feu firent tirer et beaucoup s'échappèrent. Mais, à la fin, le Grâce put compter 47 prisonniers rebelles, qu'il força à se rhabiller en hâte et ranger en ligne en 2 rangs. Les policiers, 5 des spectateurs étaient morts, et 2 gravement blessés, que leurs compagnons prisonniers emportèrent sur des civières improvisées, et le Grâce, bien sûr, se saisit précautionneusement pour emporter 2 statuettes sur le monolithe. Examinés au quartier général après un retour sous grande pression et abattement, les prisonniers se révélèrent tous être des hommes d'un rang très bas, mentalement aberrants et de sang mêlé. La plupart étaient des marins, avec quelques nègres et mulâtres, principalement des Indiens ou des Portugais, des îles Cap-Vert, donnant à ce culte hiérogène sa couleur de voodooisme. Mais avant même qu'on leur pose des questions, il était manifeste qu'on touchait à quelque chose de beaucoup plus profond et d'ancien que les superstitions des nègres. Avilies et ignorants comme elles étaient, ces créatures révélaient avec des consistances surprenantes l'idée centrale de l'affreuse foi. Elles adoraient, disaient-elles, de très grands anciens qui vivaient des éternités avant qu'il y ait eu des hommes. Arrivés du ciel dans le monde tout jeunes, ces grands anciens étaient repartis maintenant au fond de la terre et sous la mer. Mais leurs momies avaient été transmises, leurs secrets, aux premiers hommes en rêve, engendrant ce culte qui n'avait plus jamais disparu. C'était ce culte, et les prisonniers disaient qu'ils avaient toujours existé, et ne disparaîtraient jamais. Cachés dans des lieux lointains et sombres tout autour du monde, jusqu'au temps où le grand-père Cthulhu, depuis sa noire demeure dans sa puissante cité de Erilei, sous la mer, se leverait et soumettre à nouveau la terre à sa domination. Un jour, quand les astres seraient prêts, il appellerait et le culte secret attendrait jusque-là pour le libérer. Ils ne se dirent rien de plus. Il avait un secret que même la torture n'obtiendrait pas. Et l'humanité n'était pas seule parmi les choses conscientes de la terre, et les formes surgissaient de l'ombre pour visiter en quelques-unes croyances, mais elles n'étaient pas les très grands anciens. Aucun homme n'avait jamais vu les grands anciens. L'idole sculptée représentait le grand Cthulhu, mais personne pour dire si les autres étaient exactement comme lui. Personne ne savait lire les anciennes écritures maintenant, mais certaines choses s'en étaient transmises de bouche à oreille. Le rituel chanté n'était pas le secret, on n'en parlait jamais à voix haute, seulement en chuchotant. Le chant signifiait seulement ceci: en cette demeure de Erilei, Cthulhu le mort attend en rêvant. Seulement 2 des prisonniers furent déclarés assez mentalement responsables pour être pendus, et on dispersa les autres dans diverses institutions. Tous dénièrent avoir eu part au meurtre rituel et prétendèrent que la tuerie avait été accompagnée par les grands noirs ailés qui avaient surgi depuis leur antre immémorial au fond des bois hantés. Mais on ne put rien en tirer d'autre concertant ces mystérieux alliés. Le peu que la police put apprendre, elle le dut à un métis immensément vieux du nom de Castro, qui prétendait avoir connu d'étranges ports et parlé aux immortels chefs de leur culte dans les montagnes de Chine. Le vieux Castro se remémorait par morceaux de légendes qui refoulaient hideusement les spéculations des théophites et faisaient apparaître l'homme et son monde à la fois récent et transitoire. Il avait eu des âges lointains où d'autres êtres
ordonné la terre et qu'ils avaient fondé la grande ville. On trouvait encore de leurs restes, lui avait dit d'immortel de la Chine, dans quelques pierres cyclopéennes, les îles du Pacifique. Ils avaient tous disparu, et de vastes époques de temps, avant les hommes, paraissent. Mais ils avaient des instructions qui pouvaient les faire revivre lorsque les étoiles seraient revenues à leurs exactes positions dans le cycle de l'éternité. Eux-mêmes étaient bien sûr venus des étoiles et avaient apporté avec eux leurs images. Ces grands anciens, expliqua aussi Castro, n'étaient pas faits de chair et de sang. Ils avaient une forme. Est-ce que cette image façonnée dans les étoiles ne la prouvait pas? Mais cette forme n'était pas une substance. Quand les étoiles s'ordonnaient, ils pouvaient plonger le monde à travers de l'espace. Mais quand les étoiles se désalignaient, ils ne pouvaient plus vivre. Mais même s'ils ne vivaient pas, ils ne mouraient cependant pas. Ils se fondaient dans leur antre de pierre, dans leur grande cité de Eridé, que préservaient les incantations du puissant Cthulhu. Pour une glorieuse résurrection, quand les étoiles et la terre seraient prêtes à nouveau pour eux, mais quand ce temps serait venu, des forces du dehors devaient être assez prêtes pour libérer leur corps. Ces incantations, qui les préservaient intactes, les empêchaient de recommencer depuis le début. Et ils pouvaient seulement rester éveillés dans la nuit et méditer, tandis que des millions d'années d'innombrables passaient. Ils savaient tout ce qui se passait dans l'univers, mais leur monde de parole consistait en transmission de pensées. Maintenant même, ils parlaient depuis leur tombe. Quand après les infinités de chaos virent les premiers hommes, les très grands anciens chuchotèrent, plus sensibles d'entre eux en formant leurs rêves. Et c'est seulement ainsi que leur langue pouvait atteindre les esprits de chair et des mammifères. Dès ce moment, ils ralliaient Castro. Ces premiers hommes avaient inauguré le culte autour des petites idoles que les grands anciens leur avaient montrées. Des idoles apportées des contrées lointaines, au-delà des étoiles. Et tant que les étoiles ne seraient pas de nouveau alignées, jamais ce culte ne mourrait. Et ces prêtres secrets un jour révéleraient le grand Cthulhu de sa tombe pour faire revivre les siens et remettre la terre sous sa loi. Et ce temps serait aisé à reconnaître, parce que l'humanité alors serait devenue comme elle l'était les grands anciens, libre et sauvage, et tous les hommes criaient et tuaient, révélant leur joie, alors que les grands anciens libérés leur apprendraient de nouvelles manières de crier, de tuer et de se réjouir. Et toute sa terre s'enflammerait dans un holocauste d'extase et de liberté. Et c'est pour cela que le culte, avec les rites appropriés, devait garder vivante la mémoire des anciens, doit entretenir secrètement la prophétie de leur retour. Dans les temps les plus anciens, les hommes choisis avaient parlé de leurs rêves aux grands anciens depuis leur tombe. Mais quelque chose s'était alors produit. Erilé, la grande cité de pierre avec les sépulcres et les monolithes, avait sombré sous la mer et les eaux les plus profondes, lourde de mystères originels que les pensées mêmes que pouvaient traverser, avait interrompu l'échange spectral. Mais la mémoire n'en était jamais morte. Et leur grand prêtre disait que la ville aussi se lèverait à nouveau quand les étoiles s'aligneraient. Alors sortiraient de dessous la terre les noirs esprits de la terre, tous moisis et indistincts, et pleins de rumeurs saisies depuis leurs cavernes oubliées dans le fond des mers. Mais d'eux, le vieux Castro n'osait parler trop. Il se retrancha brusquement sur lui-même, et aucun effort de persuasion ou détournement subtil ne put lui arracher rien de plus dans cette direction. Tout comme curieusement, il n'avait rien voulu évoquer de la taille des grands anciens. Le lieu central de ce culte, pensait-il, était dans le désert sans route de l'Arabie, où la ville des piliers d'Irem rêvait le vierge caché. Il n'était pas relié au culte de la sorcellerie européen et était quasiment inconnu au-delà des propres pratiquants. Aucun livre n'en avait réellement entendu compte, même si les immortels de la Chine disaient qu'on ne pouvait lire à double sens le Necronomicon de l'arabe d'Abdul Azared
et que les initiés pouvaient en décider ainsi, notamment pour le couplet de l'interprétation si controversée. N'est pas mort ce qui éternellement repose, et dans les longues éternités, même la mort ne peut mourir. Le Grasse, profondément impressionné et pas qu'un peu secoué, avait prolongé son enquête vers les affiliations historiques de ce culte. Castro leur avait dit vrai, qu'en affirmant que tout cela restait pleinement secret, les experts de l'université Tulane ne purent éclairer ces lanternes, ni le culte, ni la statuette, et ainsi ce que le policier en était venu requérir de plus hautes autorités du pays, et se trouvait en présence de ce que le professeur Webb rapportait du Groenland. On mesure dans la correspondance qui s'ensuivit entre les participants l'intérêt le plus que fiévreux suscité au colloque par le récit de Le Grasse, corroboré matériellement par la statuette. Même si bien maigres en furent les mentions dans les publications officielles de leur association, être précautionneux est le premier réflexe de ceux qui sont habitués à croire occasionnellement l'imposture, voire la charlatanerie. Le Grasse laissa passer cependant quelque temps en dépôt la statuette du professeur Webb, mais la reprit à la mort de ce dernier. Et elle est toujours en sa possession. C'est chez lui que je vis moi-même et ma dernière visite. C'est en soi une chose terrible, et sans contexte, une réplique de la sculpture faite par le jeune Webb Wilcox après son rêve. Que mon oncle ait été mis dans tous ces états par l'histoire du sculpture ne peut surprendre, mais quelle pensée pouvait lever ayant ainsi pris connaissance lorsque Le Grasse avait appris que ce culte, après avoir découvert qu'un jeune homme ultra-sensible avait rêvé non seulement l'idole, mais les exacts hiéroglyphes de la statuette trouvée dans le marais, ou du bas-relief diabolique du Groenland, et avait surpris dans ses rêves au moins 3 des mots précis de la formule partagée par la secte esquimaude et les métis de Louisiane. Que le professeur Angel ait instantanément commencé une requête méticuleuse et scrupuleuse en état naturel, même si je suis été moi-même le John Wilcox d'avoir entendu parler de ce culte d'une façon indirecte et d'avoir inventé cette prétendue série de rêves, pour en exciter le prolonger, le grand mystère aux dépens de mon oncle. Les récits des rêves et les coupures de journaux rassemblés par le professeur en étaient si bien une corroboration très forte. Mais le rationalisme des mon esprits et l'extravagance complète du sujet me conduisaient à adopter ce que je pensais être les conclusions les plus plausibles. Aussi, après avoir de nouveau étudié le manuscrit et coléré les notes théoscopiques et anthropologiques avec le récit de Le Grasse, je fis le voyage de Providence pour rencontrer le sculpteur et admonester, comme je pensais devoir le faire, d'avoir si effrontément piégé le vieil homme si savant. Wilcox vivait à nouveau seul dans l'immeuble de fleurs de lys de Thomas Street, hideuse imitation victorienne de l'architecture anglaise du XVIIe siècle, qui affichait sa façade de stuc au milieu des adorables maisons coloniales de la vieille colline à l'ombre la plus beau clocher style Régence. Je le trouvai en train de travailler dans son studio et fus immédiatement convaincu aux pièces que j'aperçus de son génie étaient profonds, authentiques. Je crois qu'un autre jour on entendra parler de lui comme l'un des grands décadents et qu'il a cristallisé dans l'argile, comme il le fera un jour dans le miroir du marbre. Ces cauchemars et imaginations qu'Arthur Machen évoqua dans sa prose et que Clark Ashton Smith révèle dans sa poésie et sa peinture, frêle, brun, d'aspect négligé, il se tourna à demi quand je frappai, et s'enquit ce qui m'amènerait sans me lever. Quand je lui eus dit qui j'étais, il manifesta un peu d'intérêt. Mon oncle avait excité sa curiosité en cherchant à éclaircir ses étranges rêves, mais ce n'était jamais exprimé sur la raison de ses recherches. De ce point de vue, je me gardais en lui de dire, mais puis tenter avec la subtilité possible, qu'il veuille bien se confesser.
En un peu de temps, je fus convaincu de sa sincérité absolue, tant il parlait de ses rêves à une façon dont personne n'aurait pu se méprendre. Eux et les traces qu'ils avaient laissées dans son subconscient avaient profondément infléchi son art. Et il me montra une sculpture morbide dont les contours me firent presque sursauter, tant elle était forte et sa sombre suggestion. Et il était incapable de se souvenir d'en avoir vu le modèle original, sinon dans ce bas-relief du rêve. Mais les contours s'en étaient fixés d'eux-mêmes sous ses mains. Aucun doute que ça doit cette forme géante sur laquelle s'extasiait dans son délire. Et il m'apparut clairement qu'il ne savait rien du culte caché de mon oncle, l'ayant tenu à l'écart de son impitoyable catéchisme. Et je tentai à nouveau de devenir, de quelque façon, il avait pu percevoir son extravagante vision. Il parlait de ses rêves d'une façon étrangement poétique, me permettant d'apercevoir dans une impressionnante clarté la Vienne cyclopéenne de pierres vertes mouillées et visqueuses, dont la géométrie, disait-il bizarrement, était toute travers, et entendre mentalement, dans une attente effrayée, l'incessant appel du sous-sol. Cthulhu, flegle, Cthulhu, flegle. Des mots qui faisaient partie de ce terrible rituel qui parlait de cette vieille rêve de Cthulhu, mort dans son caveau de pierre à Erriley. Et ma croyance toute rationnelle fut impuissante, tant mon émotion fut profonde. Wilcox, j'en étais sûr, avait entendu parler du culte d'une façon ou d'une autre, et l'avait fait oublier dans ses masses de lecture et d'imagination tout aussi folles. Plus tard, par la vertu d'un tempérament très impressionnable, il en avait retrouvé l'expression subconsciente dans ses rêves, et dans le bas-relief dans la monstrueuse statue que je contemplais. Et l'imposture envers mon oncle avait été faite en toute innocence. Ce jeune homme était d'un type comme légèrement manifeste ou maladivement affecté que je n'ai jamais pu aimer. Mais j'en savais assez maintenant pour admettre à la fois son génie et son honnêteté. Je pris congé de lui amicalement, en lui souhaitant tout le succès promis par son talent. Tout ce qui concernait le culte continuait à me fasciner, et je rêvais parfois à une gloire personnelle à mes recherches sur son origine et ses connexions. Je me rendis à la Nouvelle-Orléans, parlai avec Le Grasse et d'autres, leurs anciennes rééquipées, vis d'affreuses statuettes et pus même interroger quelques-uns des métis qui avaient survécu à la prison. Le vieux Castro, malheureusement, était mort depuis plusieurs années. Ce que j'entendais maintenant aussi clairement que le premier matin même, ce n'était qu'une confirmation détaillée de ce que mon oncle en avait transcrit et m'enflamma tout vif. Tant j'étais sûr que j'étais sur la piste d'une religion très ancienne, très secrète, très réelle, dont la découverte ferait de moi un anthropologue de renom. Mon comportement était encore matérialiste absolu, souhaitant que cette passion me mène à son terme et méprisant avec une qualité inexplicable perversité de la coïncidence des récits de rêves et d'étranges coupures de presse rassemblées par le professeur Angèle. Une chose que je commençais à subdoyer et que maintenant je craignais d'apprendre, c'est que la mort de mon oncle n'avait rien d'un accident. Il était tombé dans une étroite rue en pente montante et des anciens quais fréquentés par des métis étranges, après avoir été brutalement poussé par un matelot nègre. Je n'avais rien oublié des traversées maritimes et le sang mêlé à clé du culte de sa Louisiane. Mais n'aurait été surpris d'apprendre l'existence des méthodes secrètes de recettes de poissons aussi impitoyables, des anciennes des rites et croyances énigmatiques. Le Grasse et ses hommes, certes, n'avaient pas été menacés, mais en Norvège, un marin qui avait été témoin de certaines choses était mort. Est-ce le bruit de la minutieuse enquête de mon oncle, après avoir écouté les rêves du sculpteur et vu son œuvre, était parvenu à de sinistres oreilles? Je me mis à penser que le professeur Angèle était mort parce qu'il avait été venu en savoir trop, ou bien qu'il allait bientôt en savoir trop. S'il en était pour moi, comme il en avait été pour lui, pour en avoir appris autant qu'il en savait, est-ce qu'il faudrait le voir ?
Chapitre 3. La folie surgit de la mer. Si le ciel avait jamais voulu m'accorder une aubaine, quelle chance ça aurait été de me mettre pas sous ses yeux une certaine liasse de papier égaré. Ce n'était en rien quelque chose sur quoi je serais naturellement tombé dans ma vie quotidienne, mais juste un vieux numéro d'un journal australien, le Sydney Bulletin du 18 avril 1925. Il avait échappé même à l'agence de presse qui avait à l'époque rassemblé le matériel des recherches de mon oncle. Je me consacrais déjà entièrement à ce que le professeur Angel nommait le culte de Cthulhu, se rendait alors visite à un ami érudit de Paterson, New Jersey. Conservateur d'un musée local et minéralogiste de renom, il examinant le matin le réserve de spécimens bruts conservés dans les étagères dans une réserve du musée. Je fus surpris par une image étrange dans les vieux journaux étalés sous les pierres était le Sydney Bulletin dont j'ai parlé, parce que mon ami avait des correspondances dans tous les pays imaginables à l'étranger. Et je voyais la reproduction jaunie d'une hideuse figurine de pierre à peu près identique à celle que Legrasse avait trouvée dans les marécages. Dépliant et époussetant en hâte la feuille avec le précieux article, je le lus en détail et fus déçu de trouver aussi bref qu'il suggérait était pourtant de prodigieuse importance pour mon enquête en cours, et pour commencer, je découpais précautionneusement et j'y lus ceci. Une épave mystérieuse trouvée en mer. Le vigilant est arrivé en Nouvelle-Zélande avec un yak et dérivé en remorque. Un survivant et un cadavre trouvés à bord. Récit d'un combat désespéré et des morts en mer. Le marin recueilli refuse tout témoignage sur son aventure. Une étrange idole trouvée en possession. Enquête à venir. Le cargo, le vigilant, de l'amateur Morrison et Co., en providence de Valparaiso, a accosté ce matin sur les quais de Darling Harbour, avec en remorque un yacht à vapeur Alert de Dunedin, Nouvelle-Zélande, découvert le 12 avril par 34 degrés à 21 d'altitude sud et 152 sud-sud-ouest de longitude ouest, dévasté et hors d'état même, si lourdement armé avec un survivant et un cadavre à bord. Le vigilant avait quitté Valparaiso le 23 mars et le 2 avril fut considérablement déroulé au sud de son itinéraire par une tempête exceptionnellement grosse et des vagues monstrueuses. L'épave fut découverte le 12 avril, et bien qu'apparemment abandonnée, on constata l'existence à bord d'un survivant, à demi délirant, et d'un homme à l'évidence mort depuis une semaine au moins. Le survivant a grippé une horrible idole de pierre, d'origine inconnue, d'environ 1 pied de haut sur l'origine laquelle les experts de l'université de Sydney et du musée de College Street ont confessé leur totale ignorance, et que le survivant dit avoir trouvé dans la cabine du yacht dans un petit étui gravé de dessins banals. Cet homme, une fois ses sens recouvrés, a raconté l'histoire excessivement étrange de piraterie et de massacre. Son nom, Gustav Johansen, norvégien, parfaitement intelligent, et second quartier maître sur le schooner aux 2 mâts, Emma d'Auckland, qui partit à de Calalo le 20 février avec un équipage de 11 marins. L'Emma, dit-il, fut retardé et dérouté de loin vers le sud de son trajet par la considérable tempête du 21 mars et du 22 mars par une latitude de 49 degrés 51 et de longitude ouest de 128 degrés, croisa l'alerte aux marins d'une louche équipage de Carnac de base Castres à l'air mauvaise. Soumis à l'injonction de faire demi-tour, le capitaine Collin refusa. Sur quoi l'équipage bizarre commença à tirer sans sommation ni égard sur le schooner avec la batterie de canons particulièrement puissant qui amarrait le yacht. Ces hommes de l'EMA se résolurent au combat, et quand bien même le schooner avait commencé à sombrer après les tirs sous la ligne de flottaison, ils manœuvrèrent pour accoster le bord de leur ennemi et affrontant les sauvages directement sur le pont du yacht. Eh bien, forcés de les tuer tous, leur nombre étant légèrement supérieur à cause de leur méthode de combat particulièrement odieuse et désespérée plutôt que maladroite. 3 hommes de l'EMA furent tués, dont le capitaine Collin et le premier maître Gain.
et les 8 qui échappèrent sous le commandement du second maître Johansen se mirent en état de naviguer sur le yacht capturé. Revenant sur leur route initiale pour examiner quelles raisons légitimes ils avaient eues à leur ordonner de faire demi-tour, le jour suivant, semblait-il, ils atteignirent puis prirent sur terre une petite île que personne ne savait exister dans cette partie de l'océan, et 10 des hommes moururent sur son rivage. Quoique Johansen se réveilla bizarrement, réticent sur cette part de son histoire, disant seulement qu'il était tombé dans une fissure des rochers. Plus tard, prétendait-il, et en un compagnon réagréé du yacht, ils se mirent à devoir naviguer, mais furent happés par la tempête du 2 avril. Ce moment, jusqu'à la sauvetage, le 12, l'homme semblait se souvenir de très peu, notamment comment mourut son compagnon William Biden. L'autopsie de Bryden se releva aucune cause apparente du décès, volant dû à un surcroît d'émotion et de ce qu'il avait traversé. Un télégramme reçu de Dudena éteignit que l'Alerte était bien connu là-bas comme un caboteur, d'île en île. De plus déplorable réputation sur la côte, il était la propriété d'un curieux groupe de la plus basse caste dont les fréquentes assemblées et excursions de nuit dans les forêts n'étaient pas sans attirer la curiosité. Et ils avaient mis à la voile en très grande hâte, juste après la tempête et tremblé de la terre du 1er mars. Notre correspondant à Auckland atteste l'accidente réputation de l'Emma et son équipage, décrit Johansen comme un homme sobre et sain. L'amirauté a décidé qu'une enquête sur la totalité des affaires commerçants demain et que tous les efforts seraient tentés pour inciter Johansen à parler plus librement qu'il ne l'a osé pour l'instant. C'était tout, avec la reproduction de l'image hideuse, mais quel ébranlement d'idées cela leva dans ma tête. C'était soudain tout un monde de données supplémentaires sur le culte de Cthulhu, et la preuve qu'il disposait de spectateurs aussi bien en mer que sur terre. Quel motif poussait cet équipage bâtard à ordonner à l'Emma de faire demi-tour, et quel lien avec leur monstrueuse idole? Quelle était cette île inconnue sur laquelle moururent 6 hommes de l'équipage de l'Emma et à propos de laquelle Johansen entretenait un tel secret? Quel est-il le résultat de l'enquête évoquée par l'amirauté, et que savait-on de l'odieux culte de Dudin? Et, le plus merveilleux de tout, quelle surprenante et surnaturelle coïncidence de dates données d'une signification pernicieuse et désormais inévitable de conjonctures événements si diverses, scrupuleusement établis par mon oncle. Le 1er mars, notre 28 février, en tenant compte du méridien international, virent le tremblement de terre et la tempête. À Dublin, l'Alerte et son immonde équipage embarquèrent en hâte et prit une impulsion soudaine, tandis que l'autre côté de la terre, poètes et artistes commencèrent à rêver d'une cité cyclopéenne, étrange, froide, humide, et qu'un jeune sculpteur extrayait de son sommeil la figure terrifiante de Cthulhu. Le 23 mars, l'équipage de l'Emma débarquait sur l'île inconnue qui prenait 6 de leurs tellers. À cette même date, les rêves les plus sensibles atteignaient cette crête de netteté et de rigueur, et l'ombre effroyable d'un monstre géant les poursuivit dans la nuit. Alors qu'un architecte devenait fou et que le sculpteur basculait soudain dans le délire, et quoi de cette tempête du 2 avril, la date à laquelle cessèrent tous les rêves de la cité engloutie, et que Wilcox émergea, tout frais et fier de son état de fièvre. Qu'est-ce tout cela? Ces allusions du vieux Castro, il y a ces très anciens nés, des étoiles plus englouties, et à leur règne à venir, leur culte exclusif de leur maîtrise de rêve. Est-ce que je chancellerai déjà sur le rebord de l'horreur cosmique qui était au-delà du pouvoir de l'homme de supporter? Et si c'était le cas, ces horreurs étaient-elles pure émanation de l'esprit? En quelque sorte, le 2 avril mit un terme à cette monstrueuse menace qui assergit les âmes humaines. Le soir même, après une journée, les câbles d'arrangement dans l'urgence, je fis mes adieux à mon hôte et pris le train pour San Francisco en moins d'un mois de mer. J'étais à Dublin. Pourtant, je n'en découvris que très peu sur les adeptes qui avaient hanté les tavernes du port.
La racaille des quais était beaucoup trop habituelle pour en faire mention spéciale, même s'ils avaient des vagues rumeurs d'un voyage qui n'avait fait ces bâtards dans l'intérieur de l'île, pendant lesquels on aperçut et entendu, depuis les collines, le feu rouge d'un incendie, et les bruits assourdis de tambours. À Auckland, j'appris qu'avec un interrogatoire superficiel et incomplet à Sydney, alors que ses cheveux blonds étaient devenus blancs, Johansen avait vendu sa petite maison de Will Street avec sa femme et était retourné dans leur première patrie à Oslo. De son hallucinante expérience, il n'avait jamais pris à ses amis ce qu'il avait déclaré à l'amirauté, et ils ne purent m'aider qu'en me donnant son adresse en Norvège. Je continuai ensuite jusqu'à Sydney et interrogeai sans profil les marins et les enquêteurs de la vice-amirauté sur les quais circulaires de Sydney. Je retrouvai l'Alert, revendu et remis en service commercial, mais ne pus rien obtenir concernant son détournement de pirate. À l'image accomplie de tête du sèche, au corps de dragon, d'ailes écailleuses sur son pédestral et de hiéroglyphes, était à l'abri dans le musée de l'Hydroparc. Je pus l'étudier de près, à mon aise, à la découvrant d'un artisanat à la fois exquis et sinistre, et le même mystère profond d'une antiquité insommable, liée à l'étrangeté surnaturelle terrestre, et cette matière que j'avais reconnue être la même que celle de l'Eugras, plus petite. Une énigme prodigieuse pour les géologues, me dit le conservateur, parce qu'ils ne me connaissaient pas de roche comme celle-ci sur la terre. Et je repensais en tremblant que le vieux Castro avait dit à Legras concernant l'origine des grands anciens. Ils viennent des étoiles et ont apporté leur image avec eux. Secoué par une révolution mentale, je l'avais jamais reconnu auparavant et me résolus à me rendre visite au quartier maître Johansen à Oslo. M'embarquant pour Londres, j'en repartis aussitôt pour la capitale de la Norvège. Et un beau jour d'automne, je pris pied sur les pontons affilés de l'ombre de l'Edgeberg. L'adresse de Johansen me dit qu'on m'envoyait dans une vieille ville de King Harald Ardala, qui conserva en ville le nom d'Oslo pendant que tous les siècles où on affubla cette grande ville du nom de Christiana. Je fis le bref trajet en taxi et frappai le cœur battant à la porte d'un immeuble ancien, mais très propre à la façade de stuc. Vint m'ouvrir une femme au visage défait, habillée de noir, et quelle déception cinglante quand elle me dit d'un anglais hésitant que Gustav Johansen n'était plus. Il n'avait que peu survécu à leur retour, et me dit, sa femme, tant l'affaire de 1925 l'avait détruit. Il ne lui en avait jamais dit plus, à elle non plus, que ce qu'il avait exprimé en public, mais avait laissé un long manuscrit. Des éléments techniques, me dit-elle, écrits en anglais, évidemment, dans le but de la protéger des dangers d'une lecture approfondie. Pendant que son habituelle promenade dans une ruelle étroite près des quais de Grotenborg, une charge de papier tombée d'une fenêtre en hauteur l'avait abattu. 2 rudes matelots l'avaient immédiatement aidé à se remettre sur ses pieds, mais avant que l'ambulance arrive, il était mort. Les médecins ne purent trouver de réelle cause au décès et l'attribuèrent une crise cardiaque à une constitution éprouvée. Je me sentis tenaillé jusqu'au sang par le fait que cette noire terreur me tâcherait plus jamais, moi non plus, même au repos, accidentellement, ou pas. Je persuadai la veuve que mon lien à son mari tenait justement à ces événements techniques, et que c'était un motif suffisant pour me confier le manuscrit, que je mis à l'abri et commençai à lire, désembarqué sur le paquebot de l'ombre. C'était un récit tout simple et parfois radoteur, l'effort naïf d'un marin de tenir un joueur rétrospectif, luttant pour se souvenir d'un jour par jour de ce dernier, et l'affreux voyage ne peut pas me tenter de le transcrire mot à mot. Dans toutes ces approximations et redondances, mais son contenu peut faire récit de longue et montrer pourquoi le bruit même de l'eau le long de la coque du navire m'était devenu si insupportable à endurer que je dus me bourrer les oreilles de coton. Johansen, Dieu merci,
fut loin de découvrir, même quand il vit la ville de la chose, mais moi non. Je ne pourrai plus jamais dormir calmement quand je pense à ces horreurs qui guettent à jamais sous nos vies dans le temps et dans l'espace, et à ces blasphèmes sans nom venus des étoiles disparues, et qui rêvent de sous-mer, reconnus et honorés par les cultes de cauchemars, prêts et même impatients de lancer l'assaut du monde, jusqu'à ce qu'un nouveau tremblement de terre redresse à nouveau le monstrueuse cité de pierre face au soleil. Le voyage de Johansen venait tout juste de commencer, et ce qu'il avait rapporté à la vice-amirauté Lema, portant seulement du lest, et avait quitté Auckland le 20 février et ressenti de plein fouet la tempête provoquée par le tremblement de terre qui libéra du fond de la mer les horreurs qui avaient envahi ses rêves de l'homme. Une fois qu'il en eut repris le contrôle, le navire filait à bonne route quand le 22 mars, il fut intercepté par l'alerte, et on sentait à peine du quartier maître tandis qu'ils décrivaient les coups de canon et les naufrages de leurs ennemis, la peau basanée affrontée sur l'alerte. Ils partaient avec une horreur significative. Il avait dans leur comportement quelque chose de si singulièrement abominable que les détruire avait semblé presque un devoir, et Johansen se révéla presque naïf en rapportant la brutalité de son combat pendant que les interrogations de la commission d'enquête. Puis, une fois maîtres du yacht, capturés sous le commandement de Johansen et poussés par leur curiosité, ils découvrirent à l'horizon par 47 degrés de latitude sud et 126 degrés de longitude ouest un énorme pilier de pierre dressé hors de la mer. Puis, en l'approchant à la côte mêlant de boue, de vases et de pans visqueux de maçonnerie cyclopéenne, qui ne pouvait plus rien d'autre que la tangible substance de la plus extrême terreur de terre, le cauchemar de R.I.L.B. Vil cadavre fondé dans l'éternité sans âge par des formes géantes et néfastes tombées de la nuit des étoiles. Là reposait Cthulhu, parmi ces hordes cachées dans la grande caverne boueuse et émergeant enfin après d'incalculables cycles, les pensées qui rongeaient de peur et les êtres les plus sensibles et appelés impérativement en leur rite de libération et restauration de leurs adeptes. Rien que Johansen ait pu s'accepter, mais Dieu sait qu'il en vit bientôt au-delà du supportable. Je suppose que le seul but, que seul haut de l'éminence de la hideuse citadelle couronnait la monolithe où est enterré le grand Cthulhu, émergé à cet instant du gouffre de l'océan. Que j'essaie d'imaginer ce qui doit exister au-dessous me pousse immédiatement à la mort. Johansen et ses hommes furent saisis de terreur par la majesté cosmique de cette Babylone ruisselante des anciens démons et durent deviner, sans autre explication, que rien de cela n'était censé, ni sur cette terre, ni sur aucune autre planète. Frappés par la taille incroyable des blocs de pierre verte, par la hauteur vertigineuse des grands monolithes sculptés et par la stupéfiante apparence des statues colossales et des bas-reliefs tels que ceux de la troublante statuette trouvée dans la cabine de Albert, c'est visible et poignant dans chaque ligne de la description terrifiée du marin. Sans rien savoir de ce à quoi ressemble le futurisme, Johansen en construit une image très proche quand il parle de la ville. Par exemple, quand il décrit l'architecture des bâtiments, il ne parle que de l'impression générale de ces vastes surfaces de pierre lisses et de leurs angles, surfaces trop grandes pour appartenir à quoi que ce soit d'existant, ou leur propre à cette terre, et impies de toutes ces horribles images hiéroglyphes. Je mentionne sa réflexion sur les angles parce que cela me correspond à quelque chose que m'avait dit Wilcox de ses rêves terrifiants. Il avait dit que la géométrie du lieu, vue en rêve, était anormale. Non euclidienne, mais en lui évoquait détestablement des sphères d'une dimension à part de la nôtre. Et là, un marin illettré exprimait la même chose alors qu'il était en face à la terrible réalité même. Johansen et ses hommes débarquèrent sur la rive en pente boueuse de la monstrueuse acropole et se hissèrent sur les blocs titanesques, visqueux et glissants, qui jamais n'avaient été une rampe pour eux, les mortels. Et même le vieux soleil de notre ciel semblait distordu, maintenant qu'il le voyait dans les polarisations des minasmes émanant de cette perversion trempée de mer,
et tout devenait menace, attente, guettante, soudainement, dans ces angles fuyants des rocs sculptés, où le regard découvrait maintenant des convivialités à ce qu'il avait à bord cru convexe. Une sorte de peur froide s'était emparée des explorateurs avant même d'avoir vu autre chose que les rochers et de la bouche de la valse. Et chacun d'eux se serait enfui. Il ne s'était pas agi de sa fierté devant les autres. Et c'était indécis et irrésolu qu'il cherchait, vainement, comme s'il fût prouvé le trésor ou souvenir de s'en emparer. C'est Rodriguez, un Portugais, qui le premier prit pied sur le monolithe et leur cria qu'ils avaient trouvé. Les autres le suivèrent et le regardèrent stupéfaits à l'immense porte sculptée avec des bas-reliefs portant l'écailleux dragon qui leur était devenu familier. C'était, dit Johansen, comme une porte de grange, et tous comprirent que c'était une porte à cause de son linteau ornementé, avec un seuil et 2 montants pour l'encadrer. Même s'ils purent décider de cela, reposer à plat comme le couvercle d'une trappe, ou de biais comme le volet d'une lucarne. Comme Wilcox l'avait exprimé, la géométrie de tous deux paraissait fausse. On n'aurait même pas été sûr que la mer et le sol étaient horizontales, tant la position relative de tout le reste semblait fantastiquement variable. Briden tenta de peser sur la pierre à plusieurs endroits sans résultat. Ensuite, Donovan palpa précautionneusement les bords en appuyant spécialement en chaque point à mesurer qu'il progressait. Il montait interminablement le long des grotesques sculptures de la pierre. Celui que l'on appelait grimper, si la pierre n'était pas somme de tout horizontale. Et les hommes se demandèrent comment aucune porte dans l'univers pouvait être aussi grande. Enfin, très doucement et lentement, le panneau le plus grand d'un champ commença à s'entrebâiller vers le haut. Ils comprirent comment il basculait. Donovan se jeta en arrière et glissa ou retomba le long du montant et rejoint ses camarades. Tous regardèrent l'étrange recul du monstrueux portail. Et dans l'anomalie ou l'illusion de cette prismatique distorsion, il se déplaçait en diagonale comme si toutes les règles et les lois de la perspective étaient renversées. L'ouverture était noire, mais d'un noir presque matériel. L'obscurité leur était même un avantage parce qu'elle occultait le volume de points de pouvoir distinguer les murs intérieurs d'où jaillit la fumée d'une emprisonnant sans âge, faisant disparaître le jour dans une masse battante d'aigles embaumeuse, recouvrant le ciel de gibbosité. L'odeur qui levait des bas-fonds soudains entr'ouverts était intolérable, et Hawkins fut le preste à entendre en bas le son dégoûtant des amphores. Tout le monde écouta, et ils écoutaient encore quand il surgit baveusement à leur vue, et hissa le talon, son immensité verte, gélatineuse à travers la porte noire dans la cité, et l'air trouble et empoisonné du dehors, sur cette idée de folie. La main du pauvre Johansen tremblait encore quand il écrivait. Ces 6 hommes qui ne revinrent jamais au navire, ils pensent que 2 périrent en cet instant, et leur seule peur, la chose. Il ne put la décrire. Il n'y a pas de langage pour tels abîmes de démence hurlante et immémorielle. La contradiction surnaturelle de toute matière, force d'ordre cosmique, une montagne qui marche ou un sombre dieu. Comment s'étonner que de l'autre côté de la Terre, quand un grand architecte en soit devenu fou et que le pauvre Wilcox en soit mis à délirer dans la fièvre dans son lien télépathique. La chose des idoles, la verte et épaisse progéniture des étoiles s'était éveillée pour réclamer son dû. Les étoiles étaient à nouveau alignées, et ce qu'un culte immémorial dont c'était le dessein n'avait pas réussi à faire une brochette de marins innocents. Après des millions d'années, le grand Cthulhu était libre de nouveau, avide de son plaisir. 3 hommes furent déchirés par les griffes flasques, avant qu'ils n'aient fait demi-tour. Dieu les protège, s'il n'en avait quelque protection dans l'univers. C'était Donovan, Guerrara
11 tomes par cœur, glissa tandis que les 3 autres dévalaient frénétiquement le dédale sans fin des rochers verts et visqueux jusqu'au bateau. Et Johansen suppose qu'il s'y empalait sur un bout de ces angles de muraille qui n'auraient jamais dû être là. Un angle qui était si aigu qu'il leur apparaissait d'un obus. Et c'est ainsi que seuls Bigden et Johansen atteignirent le bateau et repoussèrent désertement l'Alert, tandis que la montagne monstrueuse s'abaissait jusqu'aux pierres glissantes, mais hésitées, là où on commençait l'eau. La pression de vapeur n'était pas retombée entièrement. En dépit de tout l'équipage descendu à la terre, et ce fut l'affaire de quelques instants fiévreux entre les roues des machines pour remettre l'Albert en mouvement. Lentement, au milieu des horreurs distordues de cette scène indescriptible, le bateau commença à faire bouillonner les eaux létales, et sur les murailles de cette rive de chair qui n'était pas la nôtre terre, la titanesque chose des étoiles bavait et hurlait comme Polyphène maudissait le bateau fuyant l'Odyssée. Alors que le plus hardi des cyclopes de l'histoire antique, le grand Cthulhu se glissa visqueusement dans l'eau et commença à poursuivre le vent, les vagues, une puissante cosmique. Bryden se retourna et devint fou, riant d'une voix stridente et continuant de rire par hoquets jusqu'à sa mort. Une nuit dans sa cabine, tandis que Johansen divaguait sans plus de raison, mais Johansen n'en avait pas terminé. Sachant que la chose pourrait sûrement rattraper l'Alert, même avec la vapeur poussée à fond, il se résout à tenter sa chance, une chance désespérée. En mettant le moteur à pleine vitesse, il remonta comme l'éclair sur le pont et inversa la rotation des roues. Il eut un énorme remous d'écus dans l'eau immonde, et comme la pression montait de plus en plus, le courageux Norvégien braqua son vaisseau proue devant contre la masse molle qui s'élevait au-dessus du bouillonnement, sale comme la poupe d'un galion diabolique. L'affreuse tête avec des tentacules qui agitaient surplomba le beaupré du robuste yacht. Mais Johansen maintient la ferme barre. Il y eut une explosion comme une vessie qui éclate, quelque chose de dégoûtant qui fond comme un poisson pourri que l'on crève, une puanteur comme 1000 tombes ouvertes à la fois, et un son que le chroniqueur n'osait pas retranscrire sur le papier. Pendant un instant, le bateau fut sali d'un nuage vert, âcre et aveuglant, et puis il n'en resta à l'arrière qu'un bouillonnement venimeux. Dieu merci, la forme plastique de ce rejet sans nom du ciel se recomposait dans la nébuleuse de son haïssable forme originelle, tandis que chaque seconde la vapeur hypersueuse augmentait la distance avec le yak. Ce fut tout après, il ne faisait que ruminer son idole dans la cabine. Ses considérations sur le comment trouver se nourrir à bord le faisaient rire. Maniaque qui continuait à ses côtés. Il n'essayait même pas de garder le cap une fois le navire lancé, tant la réaction désormais envahissante à sa tête. Alors survint la tempête du 2 avril avec tout le brouillard dans ses percussions constantes. Plus rien que la sensation d'un tourbillon spectral dans les golfs d'infinité liquide, et le vertige plongé d'hystérique depuis les abîmes jusqu'à la lune, et de la lune à nouveau vers les abîmes. Tout cela dans l'hallucination du cœur entier, des rires fous, distordus des anciens dieux, et la moquerie des lutins barbares, verts et ailés. Et de ce cauchemar survint le secours, le vigilant. Les enquêteurs de la vice-amirauté des rues de Dudelin fut enfin le long voyage de retour jusqu'à la vieille maison, et sous le mont Elberge. Il ne pouvait parler de rien, sauf à devenir fou. Il écrirait ce qu'il savait avant que la mort ne le prenne, mais sa femme ne devait rien en deviner. La mort serait son aubaine, seulement s'il avait pu auparavant effacer ses souvenirs. C'était le document que je lisais et que j'avais désormais placé dans la mince boîte avec le bras relief et le papier du professeur Angèle. Et il y rejoindra mon propre compte-rendu. Cette mise à l'épreuve de ma propre santé mentale, et ce qu'ici j'inclus, ne sera jamais, j'espère, à nouveau dispersé. Il m'a été donné de voir en une fois ce que l'univers recelait de pire, l'horreur,
et même l'air du printemps et les fleurs de l'été me semblent désormais contaminés par un poison. Et je n'imagine pas ce que ma vie puisse être longue, comme mon oncle parti, comme le pauvre Johansen parti, ainsi partirai-je. J'en sais trop, et le culte demeure. Il vit encore, Cthulhu, je suppose dans cette chasse de pierre qu'il a enfermée depuis l'enfance du soleil. Sa cité maudite à nouveau sombrée, et ce fut vérifié par le vigilant, qui se rendit sur les lieux après la tempête d'avril. Mais se représentant sur terre, turent et mutilèrent et s'extasièrent encore dans les lieux solitaires devant les monolithes supportant leur idole. Il fut sans doute piégé par le nouvel engloutissement dans les abysses obscurs, ou sinon le monde serait déjà hurlant de peur et de folie. Qui en saura la fin? Ce qui s'est levé doit tomber, et ce qui a sombré doit se relever. Une répugnante entité attend et rêve dans les profondeurs, et la pourriture en rejoint les villes préliminaires des hommes. Ce temps vient, mais je ne dois pas et n'ose pas y penser. Je prie seulement, au cas où je ne survis pas à ce manuscrit, que mes exécuteurs fassent passer la prudence avant le risque, et ces forces qui ne tombent pas sous aucun œil. Ainsi se termine cet épisode de Nuit d'horreur sur l'appel de Cthulhu d'H.P. Lovecraft. J'ai bien aimé ce livre et moi je vous le conseille vivement. Moi je vous dis au revoir. La nuit ne fait que commencer pour moi. C'est la chasse aux humains et aux sang frais. Alors, ainsi se termine cet épisode. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir. Il faudra que j'aille me faire repoudrer. Si je tue pas le perruquier.